Il n'y a rien de plus mystérieux, ni d'aussi effrayant que la disparition d'une personne. Mais ce qui est encore plus étrange, c'est la manière dont certaines personnes disparues depuis des années ont fini par réapparaître. Qu'elles aient été retrouvées à mi-hauteur d'une falaise ou dans des toilettes, enfilez votre casquette de détective et venez découvrir certains des endroits les plus improbables où des personnes ont été retrouvées. Steven Kubacki. Le 5 mai 1979, Steven Kubacki, 23 ans, s'est réveillé sur une colline herbeuse de Pittsfield dans le Massachusetts. Il portait un t-shirt de marathonien et à côté de lui se trouvait un sac à dos rempli de cartes et de pancartes pour faire du stop vers différentes villes du pays. Ça semblait impossible à Steven à ce moment-là, mais il figurait sur la liste des personnes disparues depuis plus d'un an. Steven n'avait aucune idée de comment il avait atterri à Pittsfield. En fait, il n'avait absolument aucun souvenir de ce qu'il avait fait au cours des 14 derniers mois. Steven se rendit chez sa tante qui habitait à proximité. Et là, il apprit que tous ses amis et familles avaient conclu qu'il ne le retrouverait jamais. On lui a dit qu'il avait disparu lors d'un voyage de ski en solo autour du lac Michigan le 20 février 1978, à plus de 1100 km de Pittsfield. La seule trace laissée par Steven, c'était une série d'empreintes de pas dans la neige sur 200 mètres, qui s'arrêtait au bord du lac, et qui a conduit les enquêteurs à penser qu'il était tombé dans le lac et n'en était jamais ressorti. Beaucoup ont attribué la disparition de Steven à sa présence dans le triangle du Michigan, une zone où de nombreux cas étranges de bateaux et d'avions semblant disparaître dans les airs ont été signalés. Peu après sa réapparition, Steven a déclaré à la presse qu'il avait l'intention de retracer son parcours pour reconstituer ce qui lui était arrivé. Curieusement, Steven a refusé jusqu'à aujourd'hui de parler à quiconque de ce qu'il avait découvert au sujet de sa disparition. A-t-il fini par retracer son parcours? Et si oui, qu'a-t-il appris qui l'a poussé à faire vœu de silence? Balayer les suspects. Les clés ont une fâcheuse tendance à disparaître sans explication. Mais notre prochaine disparition concerne également le propriétaire d'un trousseau de clés. En octobre 2016, les pompiers de Tucson en Arizona ont répondu à un appel pour le moins étrange après que des cris mystérieux aient été entendus dans une maison de banlieue. Après enquête, les pompiers ont été stupéfaits de découvrir que les cris provenaient de la cheminée de la maison. Il a fallu 3 pompiers pour extraire la source des gémissements. Le propriétaire lui-même, couvert de la tête aux pieds d'une épaisse couche de suie qui dissimulait complètement ses cheveux, son visage et ses vêtements. Il s'avère que ce Père Noël tout maigre avait pensé pouvoir descendre par la cheminée de sa maison pour y entrer après s'être rendu compte qu'il avait oublié ses clés, et avec des compétences désastreuses. Mais tous ces grimpeurs n'ont pas de si bonnes intentions. Aux premières heures du 8 janvier 2022, un foyer de Silver Spring dans le Maryland a été réveillé par un mystérieux bruit de froissement qui semblait provenir de l'intérieur de la maison. Après avoir appelé la police, les agents sont arrivés vers 3h30 du matin, mais n'ont rien trouvé de suspect et ont quitté les lieux. Tout est resté calme pendant 1 heure, mais à 4h30, des gémissements forts ont commencé à retentir dans les murs de la maison. Quelque chose était vivant à l'intérieur, et lorsque la police est revenue, les gémissements ont été localisés dans le mur au-dessus de la cheminée. En regardant dans la cheminée, les enquêteurs ont été choqués de découvrir qu'une personne était coincée à l'intérieur. Il a fallu près de 2 heures et 24 pompiers pour extraire minutieusement les briques et révéler l'intrus caché qui s'était retrouvé coincé en essayant de s'introduire dans la propriété. Son plan ayant complètement échoué, il ne restait plus qu'à la police à lui lire ses droits. À la recherche de Fritz. Le 2 février 1965, Suzanne Pekka, 21 ans, se tenait devant un stand de tir à l'arc lors d'un salon sportif, complètement abasourdie par ce qu'elle voyait. Devant elle, visant une cible, se trouvait un homme qui ressemblait trait pour trait à son oncle Larry Bader. Mais c'était impossible, son oncle était mort depuis 7 ans. Cette étrange saga avait commencé le 15 mai 1957, lorsque Larry Bader, âgé de 30 ans, avait loué un bateau à moteur de 4 mètres et mis le cap sur le lac Erie, à environ 110 km de chez lui, à Akron, dans l'Ohio. Le lendemain matin, le bateau s'était échoué sur la plage de Perkins Beach à Lakewood. Il ne semblait pas avoir subi de dommages importants. Les gilets de sauvetage étaient toujours à bord, le bidon d'essence était vide. Mais Larry était introuvable. Larry aurait ignoré les avertissements de tempête, et les gardes-côtes ont déclaré qu'il aurait été impossible de survivre aux violents courants sans gilet de sauvetage. Les choses ne s'annonçaient donc pas bien. Après 2 mois de recherche, les enquêteurs ont abandonné tout espoir, et en 1960, Larry Bader a été déclaré légalement décédé. Retour en 1965, lors d'un salon du sport, Suzanne a confronté l'homme qu'elle croyait être son oncle. Comme Larry, il était également un archer passionné, mais il a nié avec véhémence tout lien de parenté, affirmant n'avoir jamais entendu parler d'un Larry Bader. Il a déclaré s'appeler John Fritz Johnson,
présentateur de télévision pour la chaîne KETV à Omaha dans le Nebraska, à plus de 1300 km de la maison du vendeur d'ustensiles de cuisine Larry à Akron. Mais Suzanne n'a pas lâché prise et a exigé une analyse d'empreinte digitale. Déconcerté par cette demande, John estima qu'il n'avait rien à cacher et accepta de prouver que sa prétendue nièce était folle. Mais dans un rebondissement encore plus étrange que la fiction, les empreintes digitales de Fritz correspondaient exactement à celles trouvées dans les dossiers militaires de Larry Bader. Tout semblait indiquer qu'il s'agissait bien de l'oncle disparu de Suzanne, revenu d'entre les morts. Lorsqu'il a été retrouvé sous sa nouvelle identité apparente, Larry était âgé de 37 ans et avait disparu depuis 7 ans, mais affirmait n'avoir absolument aucun souvenir de son ancienne vie. En fait, d'une manière ou d'une autre, Larry semblait avoir acquis des souvenirs inventés de son enfance en tant que Fritz Johnson, qui remontait à plus de 30 ans, y compris les détails sur son éducation dans un orphelinat. Il ne reconnaissait ni sa femme Marie-Lou, ni ses enfants, et s'était en fait marié avec une autre femme au cours de sa nouvelle vie en tant que Fritz. De plus, Larry s'était involontairement retrouvé empêtré dans des problèmes juridiques, notamment son double mariage et l'argent de l'assurance vie qu'il avait été versé à sa soi-disant veuve. Larry devait faire face à de nombreuses questions. Des questions auxquelles il n'a jamais pu répondre, car un autre rebondissement choquant allait bientôt se produire. Un an seulement après la révélation de sa véritable identité, Larry est mort subitement le 16 septembre 1966. La théorie la plus répandue est que la perte de mémoire de Larry était due à une tumeur qui lui avait été retirée derrière l'œil en 1961 et qui avait fini par réapparaître, causant sa mort. Cependant, certains pensent qu'il aurait simulé sa perte de mémoire afin de s'enfuir et de commencer une nouvelle vie. En fin de compte, la mort prématurée de Larry n'a jamais permis de savoir s'il était amnésique ou s'il s'agissait d'une supercherie. Découverte dans les égouts. Lorsque Christine Nieves a été brutalement réveillée par des cris aux premières heures du 21 juillet 2011, elle n'aurait jamais pu imaginer leur origine. En regardant par la fenêtre, Christine a aperçu 2 jambes apparemment sans corps qui s'agitaient frénétiquement dans la lumière des lampadaires bordant El Alohawe à Ceres en Californie. Lorsque les policiers sont arrivés sur les lieux, ils ont découvert que les jambes qui s'agitaient étaient celles d'un individu très ivre, coincé la tête la première dans un égout pluvial. Il s'agissait de Jared Medeiros, 21 ans, qui s'était coincé là depuis 40 minutes avant que Christine n'entende ses appels à l'aide. Jared avait essayé de récupérer son téléphone après l'avoir accidentellement laissé tomber, et s'était retrouvé coincé dans son état d'ivresse. Mais il n'est pas le seul à s'être retrouvé coincé dans un scénario improbable, mêlant égout et saleté. En août 2016, les pompiers norvégiens ont été appelés pour secourir une personne coincée dans des toilettes publiques. Cependant, à leur arrivée, il ne semblait y avoir personne, jusqu'à ce que les pompiers remarquent une paire de mains agrippées à la cuvette des toilettes et entendent des cris d'une personne coincée à l'intérieur. Cet accident dans les toilettes s'est produit lorsque l'homme coincé a fouillé dans les toilettes pour tenter de récupérer un autre téléphone tombé au sol. Heureusement, ou malheureusement pour lui, ces toilettes n'étaient pas raccordées à un égout et n'étaient guère plus qu'un trou ouvert au-dessus d'un réservoir qui n'était vidé qu'une fois par an. Inutile de dire que c'était assez désagréable là-dessous. L'homme a été secouru après avoir passé 1 heure à attendre les pieds dans les excréments, dont l'odeur l'avait également couvert de son propre vomi. Comment il a réussi à se glisser dans les toilettes, c'est une question à laquelle nous ne répondrons jamais. Mais il était clairement impossible de s'en sortir sans l'aide des services d'urgence. Prendre les Bates. Le docteur Bates n'était pas du genre à abandonner sa vie comme ça. Lorsqu'il a disparu en 1902, William Horatio Bates était au sommet de sa carrière, riche, vivant à New York et médecin très respecté. Pourtant, un jour il disparut sans laisser de traces. Tout ce qu'il laissa derrière lui était une note énigmatique à l'intention de sa femme, dans laquelle il affirmait avoir été appelé hors de la ville pour affaires. Sans nouvelles, les associés du docteur Bates et sa femme commencèrent à perdre espoir. Jusqu'à ce que, 6 semaines plus tard, une lettre mystérieuse arrive, affirmant qu'un homme correspondant à la description du Dr Bates vivait à Londres. Cela semblait impossible, mais il s'avéra que le Dr Bates était bien vivant et travaillait comme assistant médical à l'hôpital Charing Cross, à près de 5600 km de l'endroit où il avait disparu. L'hôpital affirmait que Bates était arrivé en tant que patient et avait obtenu ce poste après s'être remis d'une maladie inconnue. Le Dr Bates était décrit comme maigre, avec des yeux enfoncés, et avait déclaré au médecin qu'il avait souffert de la faim pendant des semaines avant son arrivée à l'hôpital. Cela semblait bien sûr étrange, étant donné que le Dr Bates disposait d'un compte bancaire bien garni aux États-Unis qui aurait pu lui permettre de mener une vie luxueuse à Londres, plutôt que de vivre dans la misère et la famine. Dès qu'elle a appris la nouvelle, la femme du Dr Bates a fait le long voyage jusqu'en Angleterre. Bien que Madame Bates fût ravie que son mari ait été retrouvé, ce ne fut malheureusement pas les retrouvailles joyeuses qu'elle avait imaginées. En effet, lorsqu'elle a enfin revu son mari, celui-ci ne semblait absolument pas la reconnaître et affirmait qu'elle était une inconnue.
En effet, lorsque le Dr Bates est réapparu, tous les souvenirs de sa vie antérieure semblaient avoir disparu sans laisser de traces. Beaucoup affirment que Bates souffrait d'un grave épisode de fugue dissociative, un type d'amnésie dans lequel une personne perd des souvenirs personnels importants et tente de reconstruire sa vie sous une nouvelle identité, comblant les lacunes au fur et à mesure. Cependant, compte tenu de la détermination dont le nouveau Dr Bates semblait faire preuve pour s'éloigner de sa femme, qu'il considérait comme une étrangère, il est également possible que cette disparition n'ait été qu'une mise en scène. En 1993, Richard Hoagland a disparu de manière inexplicable, laissant derrière lui sa deuxième femme et ses 2 fils. 2 décennies plus tard, on a découvert que Richard s'était enfui pour commencer une nouvelle vie sous un pseudonyme, plutôt que de se lancer dans une nouvelle procédure de divorce. Le Dr Bates aurait-il pris une décision égoïste similaire? Le Dr Bates n'est jamais retourné auprès de sa femme et a poursuivi seul sa carrière de célèbre ophtalmologue, dont il avait commandément conservé les compétences. Amnésique ou mari infernal? Donnez-moi votre avis dans les commentaires ci-dessous. Cave Girl. En août 2016, le youtubeur Exploring with Josh et ses amis exploraient des grottes Ape Cave du mont Sainte-Hélène dans l'état de Washington. Ils avaient parcouru d'innombrables cavernes étroites pour voir jusqu'où ils pouvaient aller, mais ils étaient loin de se douter de ce qui les attendait. Alors qu'ils se faufilaient dans un passage étroit, les lampes torches des explorateurs ont soudainement éclairé une scène qui semblait tout droit sortie d'un film d'horreur. Cachée dans l'un des tunnels sombres de la grotte se trouvait une petite fille. Elle n'avait pas de lampe torche et semblait terrifiée dans l'obscurité des tunnels. La fillette ne parlait pas anglais, mais après avoir localisé ses parents ailleurs dans la grotte, Josh et ses compagnons ont heureusement pu réunir la famille. Si la question de savoir pourquoi la fillette s'était égarée dans l'obscurité totale restait sans réponse, Josh ne pouvait que se réjouir d'avoir réussi à la retrouver dans l'une des centaines de cavernes qui parsèment les 3,8 km des grottes d'Ape. Si son équipe et lui ne l'avaient pas retrouvée, elle aurait très bien pu rejoindre les rangs des nombreuses âmes perdues qui ne sont jamais retrouvées. Téléportation pour tout petit. Le mystère d'Anna Thorpe, alias la petite fille qui se téléporte, a commencé le 4 mai 1950. Anna jouait dans le jardin de sa maison à Dunbar en Pennsylvanie vers 11h30. Mais lorsque sa mère a entendu la petite fille pousser un cri perçant, elle s'est précipitée au dehors pour découvrir que sa fille de 2 ans avait disparu. Au 2e jour de sa disparition, 400 personnes étaient à sa recherche. Et lorsque la nouvelle de sa découverte a été annoncée, la réaction a été un mélange de soulagement et de confusion. Anna a été retrouvée assise dans un champ, ce qui en soi ne semble pas si étrange. Mais c'est le chemin qui a mené à l'endroit où elle se trouvait qui était vraiment mystérieux. La seule façon dont la petite Anna aurait pu se rendre à l'endroit où elle a été retrouvée aurait été de parcourir 3 km et de franchir plusieurs clôtures barbelées. La police était perplexe face à ce casse-tête de clôtures multiples, et la seule explication logique semblait être qu'elle avait été délibérément placée là. Bien que la police ait déclaré n'avoir aucune raison de croire qu'il y avait quelque chose de suspect dans la réapparition d'Anna, il est très possible qu'elle ait été kidnappée puis abandonnée. Cela expliquerait les cris entendus par sa mère, et compte tenu du fait qu'Anna semblait effrayée par ses sauveteurs, il est malheureusement possible qu'elle ait été maltraitée par les inconnus qui, en théorie, l'ont enlevée. Cependant, étant donné qu'elle a été retrouvée saine et sauve sans blessure, les questions sur la façon dont elle se retrouvait dans un endroit aussi impossible n'ont jamais fait l'objet d'une enquête plus approfondie. Anna n'est pas la seule enfant à avoir réapparu dans un endroit totalement impossible. À seulement 2 ans, Rowan Griffin a disparu de manière inexplicable à Richmond dans le New Hampshire, lors d'une fête familiale chez sa grand-mère. Vers 15 h le 9 octobre 2010, Rowan a été vu en train de courir après un chat à l'extérieur. Mais après cela, il a tout simplement disparu. Lorsque les chaussures du bambin ont été retrouvées abandonnées près du lieu de la fête à 2 h du matin, les choses ne s'annonçaient pas très bien. Cependant, les sauveteurs ont fini par entendre des cris lointains provenant d'un marécage voisin, qui les ont conduits à une scène vraiment déroutante. Là, au milieu du marécage, à 5 km de la fête où il avait disparu, les sauveteurs ont aperçu Rowan, effrayé et les lèvres bleues. Les membres tremblants ont roulé autour d'un arbre qui surplombait l'eau. La seule façon pour les sauveteurs d'atteindre l'enfant était de patauger dans des eaux boueuses. Personne ne comprenait comment ce petit garçon de 2 ans avait pu se retrouver si loin de la rive sans savoir nager. Le garçon était indemne. Les autorités n'ont donc pas enquêté plus sur l'incident, laissant sans réponse la question de savoir comment il était arrivé là. S'était-il aventuré là-bas, évitant d'une manière ou d'une autre de se noyer, ou avait-il été emmené là par une personne mal intentionnée, ou par une entité encore plus sinistre venue des profondeurs du marais? Des images comme cette sculpture provenant d'un marais du comté de Wicklow en Irlande viennent à l'esprit. Mais dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Gabrielle Nadge. Comme dans les cas des petits Rowan et Anna, environ 75% des personnes disparues sont retrouvées dans les 24 heures suivant leur disparition.
Mais dans le cas de notre prochaine personne disparue, je ne sais pas ce qui est le plus improbable, l'endroit où elle a été retrouvée ou le temps qu'elle a passé disparue. Le 22 janvier 1987, une voiture brûlée et abandonnée est apparue au bord d'une route non loin de Sydney en Australie. La voiture appartenait à Gabriel Nadge, un homme qui avait disparu la veille lorsqu'il rentrait chez lui pour le déjeuner. Plus de 20 ans après la disparition de Gabriel, une enquête finale a été ouverte afin de déclarer légalement mort le père de 2 enfants. Cependant, 2 semaines avant la date prévue pour la fin de l'enquête, l'agent de police Georgia Robinson a fait une dernière tentative pour trouver quelque chose. Et elle a très certainement trouvé quelque chose. En étudiant les dossiers médicaux, Georgia a découvert des données de l'assurance maladie appartenant à un homme vivant à Mackay dans le Queensland appelé Ron Saunders. En parcourant les documents, Georgia a été choquée de découvrir que Ron portait également un autre nom, Gabriel Nadge. À plus de 1000 miles de l'endroit où il avait disparu, Gabriel Nadge a été retrouvé après 23 ans, et pendant cette période, il était devenu un homme complètement différent. Gabriel affirmait ne se souvenir d'aucun moment de sa vie avec sa famille à Sydney et avoir passé les 2 dernières décennies dans un état de confusion totale en se remémorant vaguement des visions intermittentes des nuits passées à dormir dans la rue et à camper sur des plages. Finalement, Gabriel, qui avait adopté le nom de Ron, a été retrouvé par le pasteur Barry A.O., qui lui a donné un emploi de gardien dans son église. Lorsque Gabriel a été retrouvé à la suite de l'enquête de l'agent Robinson, une profonde cicatrice à l'arrière de la tête a conduit la police à penser que cette blessure était à l'origine de l'amnésie apparente de Gabriel. Un accident avec délit de fuite, suggéré par sa voiture calcinée, pourrait-il être responsable de la perte de mémoire de Gabriel? Ou s'agit-il d'autre chose? Pour l'instant, la question reste sans réponse. Catastrophe au bord de la falaise. Vous connaissez sans doute l'expression « entre le marteau et l'enclume ». Mais pour notre prochaine apparition impossible, cette expression a pris un sens très littéral. En février 2022, un homme identifié comme R. Babou a été retrouvé coincé dans une minuscule crevasse au milieu d'une falaise abrupte. Mais la question était, comment est-il arrivé là? Babou escaladait la colline de Cherad à Malamfunza dans le sud de l'Inde. Mais même lorsque ses amis ont abandonné leur effort pour atteindre le sommet difficile, le téméraire Babou a persévéré. Alors qu'il s'approchait du sommet, Babou a soudainement perdu prise et a commencé à glisser le long de la falaise rocheuse. Mais miraculeusement, la chute du jeune homme de 23 ans a été freinée par un renfoncement dans la paroi rocheuse escarpée. Sa vie a été sauvée, mais il n'avait aucun moyen de descendre. Après de nombreuses tentatives infructueuses pour l'atteindre, Babou a finalement été secouru après 48 heures passées sur le rocher. Heureux d'avoir retrouvé la terre ferme, j'imagine que Babou y réfléchira à 2 fois avant de se vanter à nouveau devant ses potes. Sans pagaie. Si cette catastrophe au bord de la falaise vous a tenu en haleine, vous n'avez encore rien vu. Le 10 juin 2021, dans la ville d'Austin, au Texas, les touristes ont été stupéfaits en regardant vers le lac Birdie. Là, au bord du déversoir du réservoir, se trouvait un petit bateau contenant 4 touristes terrifiés. Ces marins ayant distraitement ignoré les nombreuses bouées de sécurité signalant la chute vertigineuse qui les attendait. Le bateau semblait prêt à basculer dans le vide à tout moment. Les services d'urgence ont dû agir rapidement. Le bateau a rapidement été attaché à un bateau de police qui l'a ramené au large, loin du bord. Après cette mésaventure, j'espère que ces marins imprudents se sont achetés un billet de loterie, car ils semblent avoir la chance de leur côté. Bella et l'orme blanc. C'était le 18 avril 1943, en pleine guerre en Grande-Bretagne, lorsque 4 adolescents se sont aventurés dans les bois du domaine de Hagley Hall dans le Worcestershire, à environ 19 km de la ville de Birmingham. Après avoir marché un moment dans les broussailles, l'un des garçons, Bob Farmer, a remarqué un grand orme blanc plus loin dans les fourrés. Dans l'espoir de trouver des œufs d'oiseaux, Bob s'est mis à escalader l'arbre sinistre et a rapidement remarqué quelque chose de blanc et de rond qui dépassait du tronc, creux de l'orme. Pensant avoir trouvé le jackpot, Bob a tendu prudemment la main pour récupérer son trésor. Mais au lieu de l'œuf d'oiseau qui l'attendait, Bob a sorti un crâne humain. Après avoir révélé leur découverte troublante dans le Hagley Wood aux parents du groupe et à la police, les enquêteurs fouillèrent l'arbre et firent des découvertes encore plus choquantes. À l'intérieur de l'arbre se trouvait un squelette humain presque complet, ainsi qu'une chaussure, une alliance en or et des fragments de vêtements. Les analyses médico-légales ont révélé que les restes appartenaient à une femme d'environ 35 ans qui se trouvait dans l'arbre depuis au moins octobre 1941. Mais sans aucune piste concernant son identité, l'enquête a été classée sans suite. 8 mois plus tard, en décembre, un graffiti mystérieux est apparu sur un mur du Upper Dean Street à Birmingham, avec l'instruction « Qui a mis Bella dans l'orme de Hagley Wood ». La police a rapidement commencé à enquêter sur le cas de personnes disparues, passant au crible chacun d'entre eux à la recherche d'une mention d'une femme disparue appelée Bella, mais sans succès.
Certains pointent aujourd'hui l'emplacement bizarre où le corps de Bella a été placé comme preuve d'un lien avec un rituel de sorcellerie ou une autre motivation occulte et tordue. Si les tests ADN modernes pourraient en théorie enfin faire la lumière sur ce meurtre, les restes de Bella ont mystérieusement disparu peu après son autopsie. Mais s'ils refont surface un jour, nous pourrons peut-être enfin savoir qui était vraiment Bella et comment elle a fini dans l'orme blanc de Hagleywood. Coincée dans le coffre. L'histoire de Bella dans l'orme blanc va certainement trigger votre imagination la prochaine fois que vous verrez un arbre particulièrement sinistre. Heureusement, ce n'est pas le visage émacié d'un mort qui vous regarde à travers l'écorce, mais simplement de la pourriture. Et ce n'est qu'un réseau de racines inhabituellement semblable à celui d'un être humain. Mais d'autres personnes se sont-elles déjà retrouvées littéralement coincées de cette manière? Eh bien, en 2011, l'histoire de l'orme semblait sur le point de se répéter. Ou presque. Ce casse-cou aux cheveux décolorés a laissé les pompiers perplexes lorsqu'ils l'ont trouvé coincé dans un tronc d'arbre le matin du 25 octobre 2011 à Laguna Hills en Californie. Il a fallu 90 minutes aux pompiers pour libérer l'homme, qui s'était faufilé dans le tronc creux de l'arbre à près d'1,50 m sous terre. Eh ben, comment est-il arrivé là? Bien, mesdames et messieurs, ce que vous voyez ici est un excellent exemple de bêtise entre amis. Son copain lui avait parié 100 $ qu'il ne pourrait pas entrer dans l'arbre. Bravo mon pote, mais ça valait vraiment le coup. Graisse effrayante. Il était un peu plus de 9h30 du matin le 13 décembre 2018 lorsque des gémissements inquiétants ont été entendus provenant d'un restaurant chinois à San Lorenzo en Californie. Les enquêteurs ont commencé à suivre les cris qui résonnaient. En remontant la voie jusqu'au toit du restaurant, ils ont constaté que les gémissements devenaient plus forts à mesure qu'ils s'approchaient d'un conduit de graisse en tôle. En ouvrant la bouche d'aération, les sauveteurs ont aperçu 2 bras tendus complètement recouverts d'huile noircie. Les conduits de graisse servent à filtrer les vapeurs provenant des équipements de cuisine professionnels, notamment les wok ou les friteuses. Non seulement l'homme coincé à l'intérieur a vécu le pire cauchemar de tout claustrophobe, mais il a également passé tout ce temps recouvert d'huile de cuisson rance, répugnante et nauséabonde. Il s'avère qu'en plus de la graisse, cet homme était lui-même un peu louche et qu'il essayait en fait de s'introduire dans le restaurant lorsqu'il s'est retrouvé coincé dans le conduit. Le cambrioleur en herbe a passé 2 jours entiers immergé dans l'obscurité huileuse avant d'être secouru dans le restaurant tout fraîchement fermé. Je sais pas ce qui est le pire, passer 2 jours dans l'huile ou être secouru et menotté quelques minutes plus tard. Selon vous, lequel de ces endroits impossibles serait le pire endroit où se retrouver? Connaissez-vous d'autres histoires de personnes retrouvées dans des endroits bizarres? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Et comme d'habitude et jusqu'à la prochaine fois, merci de nous avoir suivis.